Place à notre rendez-vous quotidien sur Radio J, l'histoire des Juifs de France, en compagnie toujours de Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, nous restons au Moyen-Âge, plus précisément au XIIIe siècle. Et nous allons ouvrir un chapitre consacré aux relations entre les Juifs et le roi Louis IX, dit Saint-Louis, l'un des souverains les plus célèbres de la monarchie française et dont le règne a duré 44 ans. Et nous allons voir que ces relations ont été très compliquées à tel point qu'en 1240 s'est ouvert le procès du Talmud, un débat alors inédit en France et même en Occident, exemple parmi d'autres de l'anti-judaïsme de Louis IX qui avait déclaré à l'un des membres de son entourage, le clerc Guillaume de Chartres, le cas des Juifs m'appartient. Christophe, avant de parler de tout cela, pouvez-vous nous rappeler quand même la place des Juifs dans le royaume de France au début justement du XIIIe siècle? Eh bien, après l'édit d'expulsion du roi Philippe II Auguste en 1182, on en a déjà parlé, les Juifs sont rappelés dans le royaume en 1198 et peuvent reprendre leurs activités économiques, bien qu'ils ne disposent pas des mêmes privilèges que les chrétiens et qu'ils doivent faire face à l'hostilité du pape Innocent III. Beaucoup de chrétiens les accusent de pratiquer l'usure et les meurtres rituels. Vous savez, ces vieux poncifs bien ancrés dans le clergé, une partie de la société à cette époque, mais les communautés juives sont nombreuses et dynamique, on peut citer celle de Paris, de Rouen, de Sens, de Melun, d'Évreux ou encore de Perpignan. D'ailleurs, dans cette partie du midi de la France, les Juifs du Midi, comme à Marseille, Narbonne, Béziers ou Toulouse, sont protégés et jouissent de nombreux privilèges. Et puis les intellectuels juifs sont très actifs, notamment ceux qui perpétuent l'héritage de Rachi et poursuivent son œuvre et que l'on appelle, vous nous l'avez rappelé, les tosafistes. Et oui, ce sont vraiment des personnages clés dans cette période, à telle enseigne d'ailleurs que des théologiens chrétiens vont s'intéresser de près à leurs travaux. On est en plein dans la création des universités. La première, c'est celle de Paris, fondée en 1150, suivie par celle de Toulouse en 1229. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette période. Et l'exégèse chrétienne, c'est-à-dire l'étude approfondie et critique d'un texte, eh bien, va devenir une science qui recourt à plusieurs interprétations, notamment celle des rabbins parisiens, ce qui prouve leur autorité et leur compétence. Il existe même à cette période une traduction latine des textes de Moïse Maïmonide, plus connue sous l'acronyme de Rambam, considéré par les spécialistes comme le représentant le plus autorisé de la pensée religieuse de la tradition du judaïsme. La moitié nord du royaume est alors un grand centre de production de livres écrits en caractère hébraïque. Entre 30 et 35 000 manuscrits ont été d'ailleurs retrouvés dans divers fonds d'archives. Et les enlumineurs chrétiens sont sollicités pour déclorer les manuscrits hébraïques, et les manuscrits latins recèlent aussi de bon nombre de représentations de juifs. Alors, parmi les motifs iconographiques récurrents, l'allégorie de la synagogue déchue, c'est à partir de cette époque que les juifs fourmillent dans l'iconographie latine, les hébreux de l'Ancien Testament, les juifs du Nouveau Testament, les juifs contemporains, avec toutefois toujours et encore ces images stéréotypées toujours en vigueur les concernant. Voilà donc pour le contexte lorsque Louis IX monte sur le trône en 1226. Alors comme ses prédécesseurs, le roi veut lutter contre l'usure pratiquée par les Juifs. En 1230, l'ordonnance de Melun prescrit un terme à la récupération du solde des dettes dues aux Juifs sous 3 ans et interdit les demandes de recouvrement ultérieures. Guillaume de Chartres, dont vous parliez dans votre introduction, écrit à propos de Louis IX, je le cite, « Les Juifs lui répugnaient tellement, peuple détestable à Dieu et à l'homme, qu'il ne pouvait pas les regarder et refusait de bénéficier d'une quelconque façon de leur richesse, insistant sur le fait qu'ils ne voulaient pas garder leur poison et les laisser pratiquer l'usure. » Voilà qui vous donne un petit peu la couleur de ce règne sur lequel on va s'attarder sur ces 2 prochains épisodes. Et contrairement à ses ancêtres récents, eh bien, le roi veut s'en prendre aussi à la religion même des Juifs en les convertissant. Il crée des écoles pour les recueillir, les éduquer, les convertir. Cela concerne bien sûr en majorité les orphelins juifs. Et aux convertis, il accorde même une pension sur l'argent qui provient des spoliations et des saisies effectuées sur les réfractaires. Alors c'est totalement inédit. En juin 1239 débute le procès du Talmud à Paris. À cette époque, les chrétiens ne connaissent pas très bien le Talmud en fait, et considèrent que les Juifs sont hérétiques à leur propre foi car ils préfèrent cette principale compilation des enseignements rabbiniques plutôt que la Torah. En plus, ils y découvrent des passages jugés antichrétiens, disent-ils, et discriminatoires. Et tout en fait a commencé 3 ans plus tôt, en 1236. Un juif converti du nom de Nicolas Donin de La Rochelle se rend auprès du pape Grégoire IX pour l'informer du scandale que constitue le Talmud et de l'importance prise par cette compilation de la loi orale dans l'organisation de la vie juive. Les Juifs, je cite, négligeant l'ancienne loi qui leur avait été donnée par Dieu, se consacraient à une autre loi ou Talmud, livre énorme et qui plus est plein d'erreurs, ou plutôt plein d'horreurs. Le pape envoie alors des lettres aux archevêques et souverains d'Occident, de France, d'Angleterre, d'Aragon, de Navarre, de Castille,
Castille et du Portugal pour qu'ils prennent des mesures qui s'imposent, c'est-à-dire en fait saisir les livres des Juifs et vérifier l'exactitude des accusations du converti Nicolas Denain. L'ordre papal n'est exécuté qu'en France. Le 3 mars 1240, Louis IX ordonne la confiscation des exemplaires du Talmud. Les dominicains, chargés de réprimer l'hérésie cathare dans le sud de la France pour le compte du pape, pénètrent alors dans les synagogues et s'emparent des livres incriminés. Et pendant plusieurs mois, des experts en hébreu passent tout au peigne fin. Ils compilent les blasphèmes présumés recensés dans le Talmud. Il s'agit de ce qu'on appelle les extractiones de Talmud. Excusez mon latin très évasif. Les extraits sont classés dans un premier dossier qui recense plusieurs chefs d'accusation. On a vraiment l'impression que c'est une enquête de police ou un dossier judiciaire. Au total, les docteurs de l'Église relèvent pas moins de 35 accusations à l'encontre du Talmud. Claire Soussan détaille dans l'ouvrage l'histoire des Juifs sur lequel je m'inspire beaucoup pour écrire ces chroniques, je la cite: un premier ensemble indu du Talmud et de son influence sur le judaïsme contemporain reléguant la Bible au second plan. Un deuxième ensemble dénonce les multiples blasphèmes contenus dans l'œuvre et mettant en cause le Christ, la Vierge et Dieu lui-même. Un troisième ensemble recense les méchancetés qui sont exprimées à l'encontre des chrétiens. Sont aussi dénoncés ce que les théologiens chrétiens considèrent comme des erreurs, notamment relatives au monde futur et au Messie. Les extraits du Talmud sont également classés par ordre et par traité. Au terme de ce travail minutieux, vous l'avez dit, de police, se déroule un débat entre des rabbins et des défenseurs de la loi chrétienne devant la cour et les prélats du nord de la France. Oui, c'est aussi ce qu'on appelle un procès ou bien une dispute. Elle a lieu en juin 1240. Ça va durer 3 jours en présence du roi et de sa mère Blanche de Castille, mais aussi de l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, de l'archevêque de Sens, de l'évêque de Senlis, des maîtres universitaires parisiens en théologie et en droit canon, y compris les maîtres dominicains et franciscains. Bref, il y a du beau monde pour participer à ce procès de grande envergure. Mais alors, connaît-on dans le détail, Christophe, comment s'est passée cette procédure judiciaire, qui est quand même, il faut le rappeler, une première en France et même en Occident? Et vous allez être déçus parce qu'évidemment, il manque pas mal de sources, notamment sur le lieu. Ça, c'est le gros problème de l'époque, mais ça laisse encore de belles marges de manœuvre pour les historiens. On peut penser que cela a eu lieu au couvent des franciscains et des dominicains. L'accusation est assurée par le fameux Nicolas Denain, ce converti dont on parlait. Et la défense, et ça c'est très intéressant, est assurée par 4 des principaux maîtres juifs de ce qu'on appelle alors la France du Nord. Moïse de Coucy, un tossafiste, Judas ben David de Melun, Samuel ben Salomon de Château-Thierry et surtout un certain Léiel de Paris, autorité du Cénacle talmudique parisien, celui qui va le plus prendre la parole d'ailleurs à ce procès. Il fait valoir que les personnages mis en cause dans ces traités sont interprétés à tort comme les personnages sacrés du christianisme et que le Talmud lui-même n'est pas un nouveau livre saint mais une collection de commentaires sur la Bible. Quant à l'inquisiteur et enquêteur principal, eh bien c'est un dominicain du nom de Henri de Cologne. Mais l'issue du procès est jouée d'avance, l'objectif étant de démontrer la vérité du christianisme. Les Juifs n'ont aucune chance de pouvoir se défendre, même si les chroniqueurs de l'époque soulignent les talents intellectuels de certains orateurs juifs. Nous verrons en tout cas au prochain épisode, Christophe, que ce procès conduira à un auto-da-fé en 1242 notamment, et nous tenterons de répondre à cette question posée d'ailleurs par le médiéviste Jacques Le Goff. Louis IX était-il antisémite? C'est toute la question qu'on se pose. Merci beaucoup Christophe Dard. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est le journal de l'information. Juste après, le Dvar Torah de Mevorar Zerbib, le rabbin qui rendra d'ailleurs un hommage tout à l'heure à 7h10 à Yona Linké, ancien chroniqueur de Radio J.